Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans Zigzag Café chaleureux avec des étudiants qui viennent de Quella à Genève. C'est un public qui nous soutient, c'est bien. Et une semaine avec Claude Torasanta, je vous le rappelle, cette semaine c'est à la fois le parcours d'un homme qui jette son regard sur une époque, mais pas seulement son regard, qui intervient, qui analyse et qui ensuite devient acteur. Donc le temps de la télévision, on l'a évoqué hier, on y reviendra demain. Et puis aujourd'hui, le temps de l'autre forme d'engagement. Peut-être quand on arrête de filmer le sac et qu'on essaie de le porter sur son épaule. C'est l'Hospice Général dont vous vous rappelez quel est votre rôle? Vous nous rappelez quel est votre rôle? Je suis le président du conseil d'administration. Vous pouvez nous présenter Guy Perrault, je suppose. Alors Guy Perrault est l'ancien directeur de l'Hospice Général. Nous avons été complices pendant 4 ans. On peut dire complice. Complice, oui. Complice pendant 4 ans et Guy Perrault a quitté. Un complice exigeant. Qui était exigeant, vous ou moi? Dites-moi comment là une émission qui est bien partie. Vous allez peut-être faire le portrait de Claude Torasanta. Qu'est-ce que vous en diriez, vous? C'était un patron que j'ai beaucoup apprécié pendant 4 ans. On s'est découvert parce qu'on se connaissait un tout petit peu donc, dans le passé. Comme tous les jeunes voix qui se connaissent un peu comme ça. Vous l'aviez vu quelques fois à la télévision? Je suis plus vieux que lui, j'ai une année de plus que lui. Oui, puis il avait donné des cours aux animateurs à une époque et je lui avais demandé de donner ses cours. Alors on a eu 4 ans. 4 ans, c'est une période assez bousculée au point de vue politique et je trouve que Claude Torasanta s'est engagé pour l'Hospice Général de plus en plus. On sent qu'il a vécu cet engagement-là à côté de son engagement télévision. Et pour moi, directeur, j'avais un vis-à-vis très engagé, très compétent. Et aussi pour toutes les relations publiques, c'était extrêmement utile. Alors, regardez, une journée de la retraite de Claude Torasanta. Regardez si ça vous fait envie. J'avais décidé, lorsque j'ai quitté mes fonctions de responsabilité à la télévision suisse romande, d'être prêt à assumer d'autres responsabilités de caractère bénévole en me disant « je dois quelque chose à la collectivité ». Je dois m'engager, puisqu'il me reste encore quelques années sur cette terre, au service de la collectivité. Madame Noël, bonjour. Ça va bien? Bon, on regarde le courrier. J'ai été nommé président du conseil d'administration de l'Hospice Général par le Conseil d'État il y a maintenant 5 ans. Le président du conseil préside, bien entendu, le conseil d'administration, qui est composé de 16 membres. Il est en quelque sorte, je dirais, le représentant de la collectivité et il a la charge de s'assurer du bon fonctionnement de l'Hospice Général vis-à-vis de l'État. On va dire à Mme Perruchot où ça en est. Vous le direz maintenant. L'Hospice Général, c'est à Genève l'institution d'aide sociale qui s'occupe de l'assistance publique, de l'aide aux chômeurs en fin de droit avec le revenu minimum, des requérants d'asile qui sont là depuis une année, et en plus c'est une institution qui a des établissements pour jeunes en difficulté et un EMS. Je dois dire que je prends énormément de plaisir à cette activité parce qu'elle m'a permis de passer de la fonction d'observateur, qui est un journaliste, à la fonction d'acteur. Tu vas... Je vais bien. Parce que c'est allez. Voilà. Ces personnes qui se sont excusées de... La LICRA est la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, c'est-à-dire une association qui lutte contre toutes les formes de racisme, d'antisémitisme, de xénophobie dans notre société. La situation des Tziganes. Et surtout sur Genève, elle n'est pas particulièrement bonne. Mais Bittel lui a envoyé une lettre. D'accord. Et si je comprends bien, c'est la Commission fédérale contre le racisme qui s'occupe de ça? Oui. D'accord. Alors on inscrit ça le 30. J'étais un membre peu actif au sein de la LICRA, et il y a un peu plus d'une année, il m'a été demandé par les membres de la LICRA suisse de devenir le président. J'estimais là aussi nécessaire de m'engager. Je pense qu'il est important qu'un certain nombre de gens s'engagent. Nous assistons à des problèmes de racisme, d'antisémitisme, de xénophobie, de rejet de l'autre dans ce pays, et il est nécessaire que les citoyens s'engagent. Alors, ayant moins d'activités professionnelles, étant en pré-retraite, j'ai plus de temps pour me consacrer à ce genre de choses, utiliser en quelque sorte mon nom, les connaissances que j'ai, pour militer, pour s'engager. Je pense que les gens doivent militer à leur niveau, professionnel, syndical ou autre, et je le fais à mon niveau personnel.
Oui, en vrai. Ah non, c'est pas. Je suis heureux que tu sois là. Oui, et bien sache aussi que les Lords t'ont précédé parce qu'à 15h15, ce qui est mon anniversaire, le 25, les Lords ont décidé d'envoyer Pinochet à l'Espagne. Oui, oui, non, mais c'est... Voilà, mesdames, messieurs, j'ouvre ce débat ou cette soirée sur le thème « Faut-il avoir peur d'Internet ?» Et la question en effet que pose ce soir et que se pose la section suisse de Reporters sans frontières, je crois que c'est une banalité de dire qu'on vit à l'ère de la globalisation de la communication, de l'informatique, de l'abolition des distances. Et je dirais qu'aujourd'hui, en matière de communication, et les journalistes le savent bien, que Internet, le web, l'email... J'aimerais bien vieillir. J'aimerais bien que la fin soit réussie. J'entre dans ces dernières étapes, vous savez, où les limites physiques, intellectuelles se font sentir. Et j'aimerais que ces dernières années soient réussies et que chaque chose que j'ai faite, je l'ai faite avec passion, avec intérêt, quelle que soit la chose. J'ai toujours dit que quand on arrête une activité, on peut se passionner pour une autre. Alors c'est le social actuellement, mais après il y aura autre chose, et peut-être que je finirai trésorier de l'amicale des boulistes de Bernay, mais j'espère que je le ferai aussi avec passion et intérêt. Oui, vous disiez hier qu'au fond, pour passer d'une passion à l'autre, il faut un deuil. On sent que vous avez fait le deuil de la TV. Là, c'est l'engagement comme acteur, hein, de l'observation à... Tout à fait. C'est-à-dire que je sais que je suis quelqu'un qui me passionne et qui m'engage, mais qui m'engage beaucoup pour ce que je fais, en bien ou en mal. Et donc, je savais que je devais, par étapes, faire mon deuil de la télévision, renoncer à toutes mes fonctions, redevenir, je dis toujours simple journaliste, même si le mot de journaliste est un mot très beau, donc il n'y a pas besoin de l'adjectif simple. Puis ensuite, me passionner pour autre chose. Et j'ai eu la chance, la conjonction s'est faite que le Conseil d'État m'a demandé de prendre la présidence de l'Hospice Général et de découvrir ce qu'est la réalité sociale, de découvrir ce que peut être le rôle d'une institution d'aide sociale comme l'Hospice Général à Genève, de découvrir la réalité sur le terrain. Il le mérite bien. Ce type est un menteur, un hypocrite. Monsieur Thoras. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, vous êtes très gentil, on va vous accompagner. Je disais... Moi, j'ai quelque chose à dire parce que ce monsieur, si vous voulez bien sortir, si vous voulez bien sortir, c'est 2 secondes, on va vous laisser sortir. Que 465 francs. Je vous laisse sortir si vous voulez bien. Monsieur Torasanta estime que 465 francs à sortir, voilà. Vivre pendant un mois pour 2 personnes. On va vous laisser. On va vous laisser. On va vous laisser. On va. On laisse parler les gens, ça c'est de l'information. Mais monsieur, la mise en scène. Monsieur, vous pouvez. Monsieur, vous pouvez sortir. Grand Tartuffe du canton. Voilà. Bah écoutez, je crois qu'on va simplement vous. Mais ça n'a aucune importance, au contraire c'est drôle, si c'est embêtant pour les vêtements. Mais dire se faire entarter. C'est un peu la célébrité. C'est la célébrité, oui. Dites-moi, Guy Perrault, par exemple, une scène comme ça, comment est-ce que vous l'analysez? C'est drôle, je dois dire. Plus ou moins, parce que je pense qu'on écoute les gens, qu'on prend au sérieux leur situation. C'est clair qu'on ne peut pas donner tout ce que les gens donc attendent. J'espère que... Mais est-ce que par exemple, les 2 personnes qu'on vient de voir, désolé Claude, parce que... Aucune importance. Il y avait, non, mais... je dirais, est-ce qu'elle ne se trompe pas de cible? On se trompe souvent de cible, parce que quand on réagit devant qui on a en face. Moi, je pense que notre société est dure pour certaines personnes et que tout le monde n'a pas tout ce qu'il faut pour vivre. Alors bon, maintenant, il faudrait qu'on puisse discuter avec elle et de voir son cheminement. Et qu'est-ce qui ne joue pas? Je pense qu'il y a quelque chose de plus profond dans une réaction comme ça. Dans l'intervention de ces gens, il y a effectivement un certain nombre de gens à Genève, et pas seulement à Genève, qui vivent mal. Et dans le contexte politique actuel, et notamment de la votation du 20 décembre à Genève, les positions sont en train de se cristalliser. Et il y a des gens qui ont le sentiment que soit l'État est trop dur, soit que l'Hospice Général ne fait pas ce qu'il faut, soit que l'aide sociale ne fait pas assez. Et il y a un durcissement dû aussi à une forme de précarisation. Alors, elle dit par exemple 465 francs, je ne sais pas à quoi elle fait allusion. Moi, j'essaie, à mon niveau de président de l'Hospice Général ou de journaliste, quand je dis des choses dans les journaux, j'essaie d'attirer l'attention de l'opinion publique sur les difficultés qu'il y a actuellement.
mais je ne suis pas Dieu, je ne suis pas le Conseil fédéral, je ne suis pas le Conseil d'État. C'est effectivement un bon coup de mentarté. C'est drôle d'ailleurs, finalement. Alors, personnellement, vous êtes le premier, là, on doit vous dire quand même. Oui, ça, donc, vous devez être le premier. Il y a certainement des gens qui peuvent contester. Je suis, si vous voulez, quelqu'un qui est profondément social-démocrate. Je l'ai toujours dit. Je dis toujours en riant que quand j'avais 18 ans, je lisais Le Monde et je disais que j'étais social-démocrate. J'en ai 64, je lis toujours Le Monde et je dis toujours que je suis social-démocrate. C'est-à-dire, je crois profondément à la justice sociale, la démocratie. Je ne suis pas un révolutionnaire. Je n'ai pas du tout de position radicale. Par exemple, je pense que les gens qui se sont exprimés là, au-delà de l'aspect qu'ils ont envie de faire un coup, il y a des gens qui ont vraiment une vision radicale de la transformation de la société, qui pensent qu'effectivement on ne s'en sortira que par la lutte des classes, par une transformation. Je ne crois pas actuellement dans les rapports de force qui existent en Suisse et tout. Je crois au contraire, si vous voulez, pour prendre une image, je crois que le salami, il se coupe tranche par tranche. Que le réformisme, c'est ça, et qu'une institution comme l'Hospice Général, en venant en aide aux gens, en essayant dans la mesure du possible, nous nous sommes battus cet automne avec Robert Queneau, l'actuel directeur de l'Hospice Général, avec le conseil d'administration, pour obtenir 17 millions de plus de subventions de l'État. Je peux vous assurer que ça, c'est la réalité, obtenir 17 millions de plus. Alors, ça n'est pas un changement de société. Ça n'est pas résoudre les injustices de notre société. Ça n'est pas résoudre et supprimer les inégalités. Mais c'est une chose qu'à mon niveau, je fais. Alors, il y a des gens qui peuvent penser que je me trompe, qu'il faudrait avoir une position plus radicale, être beaucoup plus tranchée, et qui m'entardent. Bon, voilà, la chose est faite, ça doit arriver un jour. La seule chose qui est embêtante, c'est pour la chemise, c'est tout. Peut-être dire qu'est-ce que c'est ces 465 francs. Pour moi, elle se réfère à l'argent que l'on donne pour nourriture, vêtements, coiffeur, tous ces petits frais pour une personne par an. En plus, il y a le logement, les assurances et des frais pour téléphone et services industriels. Mais c'est effectivement le montant pour vivre pour une personne. L'assistance moyenne à Genève est de l'ordre de 1700 francs par personne. C'est peu. Mais avec le logement et Alors voilà. D'accord. Moi, je vous propose qu'on retrouve ceux qui font vraiment l'Hospice Général, les gens de la base, les assistants sociaux, les milieux que vous fréquentez les uns et les autres. Regardez ces images parce que ça nous rappelle une réalité qui s'exprime de différentes manières. Nous intervenons dans des lieux précaires, par exemple le Carré, la Coulouvronnière, le Wagon, Arcade. Et ce sont des lieux où nous sommes présents. Ça nous permet de rencontrer des personnes qui ne viennent jamais dans les centres sociaux, soit parce qu'elles ont une image, pour X raisons, désastreuse d'un service social ou qu'elles ont très peur, soit parce que ce sont des personnes qui se sont tellement exclues qu'ils n'imaginent pas pouvoir avoir encore des droits. Donc c'est important en fait d'aller dans ces lieux pour se faire connaître et essayer de les convaincre qu'en fait ils peuvent être des personnes comme tout le monde et en droit de demander ce qui peut leur être dû ou ce qu'ils peuvent obtenir pour améliorer leur situation. Les centres d'action sociale et de santé sont au nombre de 22, répartis dans tout le canton. Dans ces CAS, l'hospice collabore avec d'autres institutions dans le cadre de l'aide à domicile notamment. Si l'aide financière est importante, la présence sur le terrain l'est tout autant. Et partout, les assistants sociaux s'y emploient. L'objectif est à la fois de mieux connaître les gens du quartier, mais aussi de mieux se faire connaître, sortir un petit peu d'une image un peu restrictive de l'Hospice Général, qui est celle de donneur d'argent, mais de montrer qu'on peut être là pour autre chose, participer à la vie d'un quartier, participer à l'amélioration de la qualité de vie sur un quartier, et puis aussi nouer des contacts plus directs avec des habitants, pour leur permettre de franchir plus facilement le pas de porte. Par exemple, en se plaignant les uns des autres, c'est l'occasion de se rencontrer, de faire connaissance autrement. Puis aujourd'hui, disons que c'est plus particulièrement une journée pour les enfants, d'où l'idée du goûter en ce qui nous concerne. C'est aussi l'occasion pour nous de retrouver un certain nombre de nos consultants qui viennent, qui disent on se retrouve à telle heure, ou d'autres personnes avec qui on est en contact, qui vont passer. Ce sera l'occasion de se redire 2 mots, voire de reprendre rendez-vous si c'est nécessaire. C'est un moment où le centre sort de ses locaux, sort de ses murs, et finalement c'est là où est la vie.
Voilà, retour sur ce plateau. D'abord, il y a beaucoup de gens qui téléphonent pour dire qu'ils vous trouvent beaucoup de courage, beaucoup de réactions dans ce sens, téléspectateurs scandalisés. Mais dans ce public, il y a des jeunes qui font partie de Kéla à Genève. Vous avez suivi cette scène dans Tartrage tout à l'heure. Comment vous réagissez ? Moi, je trouve que c'est pas une réaction très normale. Je veux dire, on peut s'exprimer normalement sans envoyer un gâteau dans la tête à quelqu'un. C'est pas une bonne réaction. Ça vous a scandalisé, vous ? Ouais, un peu. Ouais. Pour les autres aussi ? Ouais. Bon, apparemment, c'est pas le succès total là, sur ce plateau, cette action désespérado. Dites-moi. Moi, ce que je trouve dommage, c'est le gâteau qui est perdu. Bah oui, dites. Je trouve dommage, mais cela dit, je le répète, finalement, je pourrais me dire, ça m'est encore arrivé, j'étais en Tartrage, je pensais que c'était simplement certaines vedettes, mais non, il y a même des gens de la télé romande. C'est la première fois que ça se passe à Zigzag Café. C'est la première fois que ça se passe. Ça vous est jamais arrivé à vous? Non, écoutez, je crois qu'il est dehors pour l'instant, ce qui m'arrange vraiment beaucoup. Non, mais cela dit, je veux dire une chose, je le répète, il y a vraiment une précarisation, il y a vraiment une situation difficile que vivent des gens. Et je comprends que des gens aient une position très radicale politiquement. L'extrême gauche et l'extrême droite, peu importe et tout. Mais je ne pense pas que ça facilite le dialogue. Moi, ces gens, je suis prêt à discuter avec eux, leur expliquer que fait l'hospice, comment on agit, comment agit le Conseil d'État. Je ne crois pas que c'est le bon dialogue. Cela dit, c'est amusant. Alors, retour à l'hospice général, parce que pour bien comprendre, l'hospice général, c'est... si on devait définir en 2 mots l'hospice général d'Ypero, qu'est-ce qu'on dirait? Bon, le terme hospice général ne couvre pas ses activités à l'heure actuelle. Le terme hospice général, c'est un terme historique. Et on a gardé ce terme parce qu'il y a une histoire dans cette institution. En 2 mots, c'est une institution qui a plus de 450 ans, qui a été créée à Genève au moment de la Réforme sous le nom d'hôpital général en 1535, par la volonté populaire. C'était le premier acte du peuple réuni à Saint-Pierre en conseil général en novembre 1535 de faire cette institution. On a un document qui est un reportage tourné pour l'hospice général par Jean-Pierre Moutier, qui devrait être diffusé à la télévision suisse romande au printemps, je crois. Justement, vous expliquez sur place un peu l'historique de l'hospice général. L'Hospice général est une institution spécifiquement genevoise et qui porte allègrement ses siècles d'existence. Hélas, ce grand âge signifie que les victimes sont de toutes les époques. Le 14 novembre 1535, l'hôpital général, qui est l'ancêtre de l'hospice général, est créé par le peuple genevois réuni en conseil général. C'est le premier acte de la réforme. Et quelques années plus tard, Calvin lui donne son premier règlement. Alors il va s'installer ici, sur l'emplacement du couvent des Clarisses, et ces Clarisses vont être chassées un matin d'août 1535. Un peu plus tard, ce même immeuble, où maintenant il y a le palais de justice, devient hôpital par une construction adéquate entre 1707 et 1712. On a conservé la façade de l'hôpital, les cours intérieures et aussi la prison de Saint-Antoine. Autre fonction importante, c'est l'accueil des gens de passage. Chaque nuit, pour une nuit, on accueille des gens qui se présentent aux portes donc de Genève. Et on en accueille beaucoup, puisqu'une chronique de 1538 dit qu'on a accueilli 10 000 personnes, exactement le nombre de la population. Et puis aussi, très rapidement, dès les années 1550, on va accueillir aussi des réfugiés. Et puis c'est en 1869 que l'hôpital général va devenir hospice général. On crée l'hôpital cantonal au Bouvard-de-la-Cluse en 1850 et l'hospice général va s'installer à la rue des Chaudronniers. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est pendant 450 ans toujours une permanence d'assistance, d'aide, de soins de cette institution typiquement genevoise. Bon, une chose est frappante, Ypero, 10 000 personnes que l'on accueille autant que la population à l'époque. Oui. Ah oui. Bon, on les accueillait pour un temps limité, puisque c'était en principe une nuit, sauf s'ils devaient être soignés. Mais il y a toujours cette vocation d'accueil, comme l'ont maintenant encore les couvents ou certains endroits. Mais la vocation d'accueil des gens venant de l'étranger est importante. Si on compare avec les systèmes dans les autres cantons de Suisse romande, cela correspond à quoi?
Bon, c'est difficile de comparer parce que à Genève, l'aide sociale est très centralisée sur le plan cantonal, même si les communes interviennent également, mais c'est cantonal. Dans un certain nombre de cantons, c'est au niveau des communes. Donc quand on veut faire des comparaisons statistiques, c'est toujours extrêmement difficile. Mais dans les autres cantons, vous aviez le bouton d'or dans le canton de Vaud. Il y a des systèmes différents selon les cantons, que ce soit communal ou cantonal, mais partout. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe maintenant. Partout, l'aide sociale augmente. Partout, la collectivité doit intervenir beaucoup plus. Peut-être la différence, c'est qu'il y a une unité de prise en charge pour tout le canton, ce qui peut-être n'est pas toujours le cas dans certains cantons où les communes peuvent intervenir différemment par rapport aux gens de la commune. Avec une inégalité de traitement à ce moment-là. Oui. Alors que se passe-t-il lorsqu'on est en fin de droit? Lorsqu'on doit faire appel à l'hospice général? On va venir au sujet du revenu minimum, si vous voulez bien, avec ce sujet d'abord. En 1995, l'État crée le RMCAS, Revenu minimum cantonal d'aide sociale, pour les chômeurs en fin de droit. Il en confie la gestion à l'hospice général. Il ne s'agit pas ici d'une assistance accordée aux citoyens dans le besoin, mais d'un droit qui lui est conféré. La prestation d'un montant égal pour tous, mais assortie d'un facteur multiplicateur en fonction des charges de famille, n'est donc plus remboursable, mais elle est imposable. Bonjour monsieur. Ça va bien? Bien et vous-même. On arrive au RMCAS lorsqu'on a épuisé tous ses droits, tant fédéraux que cantonaux, à l'assurance chômage, pour autant que les revenus du groupe familial soient insuffisants. Et d'où provient l'argent? Alors l'argent provient, comme dans le cas de l'assistance, des impôts, donc c'est financé par l'impôt public. Et une fois qu'on est au RMCAS, est-ce qu'on y est pour le restant de séjour ou est-ce qu'il y a une durée limite? Alors la loi prévoit que le revenu minimum est d'une durée maximum de 12 mois, renouvelable, moyennant un bilan sur la situation des intéressés. D'une part, les gens continuent à faire des recherches d'emploi, continuent à timbrer au chômage, et ils doivent faire aussi une contre-prestation. Bonjour. Ça va? Ça va. Alors, précision, combien de personnes cela touche et... Le revenu minimum, actuellement, uniquement pour les chômeurs en fin de droit, c'est environ 1000 personnes. Il faut dire que la loi sur le chômage a changé le 1er janvier 97, 98. Et il y a un certain nombre de gens qui étaient au revenu minimum qui sont retournés au chômage. D'autant plus que le canton de Genève a un système avec des emplois temporaires, les occupations temporaires. Donc quand vous arrivez en fin de vos droits au chômage, vous avez une activité organisée, emploi temporaire, qui vous permet de retourner au chômage pendant un certain temps avant de venir au revenu minimum. Ce qu'il faut dire, je pense, qui est important à travers le revenu minimum, c'est qu'il y a une notion qui est en train d'intervenir en Suisse, et c'est pas seulement à Genève. C'est le droit à un revenu minimum d'existence. Il y a eu une décision du tribunal fédéral en 1995 qui dit que chaque citoyen, chaque individu a un droit à un minimum vital. Et je crois qu'on est en train de passer un peu globalement dans toute la Suisse, avec des situations très différentes, Genève étant beaucoup plus en pointe dans ce domaine, à une situation, je dirais, d'assistance au sens classique du terme, à un système de droit à un revenu minimum pour les chômeurs. Le canton de Genève a l'intention de déposer, Guy-Olivier Second a l'intention de déposer devant le Grand Conseil au début de l'année prochaine un projet de revenu minimum d'existence pour tous, un minimum pour tous, et même se pose la question maintenant d'introduire dans les conventions collectives, voire à l'échelle nationale, l'idée d'un revenu minimum. Donc je veux dire, on va vers cette idée que tout individu a droit à un minimum d'existence, soit fourni par la collectivité, soit, ce qui devrait être plus normal, fourni par un emploi. Parce que avec une contre-prestation. Avec une contre-prestation. Il ne faut pas oublier une contre-prestation. C'est qu'il y a l'autre côté. Une contre-prestation, un accompagnement social, etc. Parce que vous avez publié votre rubrique régulière qui paraît à la Tribune de Genève, il y a 2 jours, était consacrée à « Je travaille, mais je suis pauvre ». C'est-à-dire on voit apparaître maintenant un certain nombre de gens qui ont un travail, mais le revenu de ce travail ne suffit pas pour vivre. C'est ça, si vous voulez. Alors, ceux qui m'ont entarté diront que je fais de l'humanisme. J'essaie simplement d'attirer l'attention de l'opinion publique sur un phénomène nouveau qui apparaît en Suisse maintenant. C'est ce qu'on appelle en franglais les working poor. Il y a des gens qui travaillent, mais qui n'ont pas assez pour vivre. Femmes seules, familles monoparentales, hommes divorcés qui versent une pension alimentaire et qui s'en sortent plus, des couples, de jeunes couples, dont la femme ne travaille pas ou l'homme ne travaille pas pour différentes raisons. Donc des gens, si vous voulez, qui ont un emploi dans l'hôtellerie, dans la restauration, dans l'agriculture, dans le commerce de détail, dans les ventes, qui ont un emploi et puis qui gagnent 2003, 2004, 2005, 2008, 3000, et qui n'ont pas assez pour vivre compte tenu du loyer, etc. Et de plus en plus, la collectivité doit intervenir avec des compléments de salaire. C'est-à-dire que c'est des gens qui travaillent, mais ils sont pauvres.
La collectivité doit verser 100, 200, 500 francs, 600 francs, 800 francs par mois comme complément de salaire. Et là, il y a quelque chose qui est intolérable. C'est-à-dire, alors c'est pas à l'État de financer des bas salaires. Il y a des salaires indécents dans ce pays. Et de ce point de vue-là, si vous voulez, dans ce pays qui dit toujours qu'il y a beaucoup de conventions collectives, à peu près 40% des gens ne sont pas couverts par les conventions collectives. Il faut que tout le monde soit couvert par une convention collective, et il faut que chaque convention collective ait un salaire minimum adapté à la région autre et tout. Si ça ne se fait pas, si l'économie privée n'est pas à même d'assumer ça, et de comprendre qu'il y a un enjeu fondamental, ces gens-là, ils deviennent un peu populistes, xénophobes, ils en ont ras-le-bol, ils sont méfiants à l'égard de la collectivité et de l'État. Si l'économie privée ne fait pas ça, c'est l'État qui doit imposer un salaire minimum. Il n'est pas normal que des gens gagnent si peu et vraiment des salaires indécents. Je vous propose que nous allions voir encore une autre activité de l'Hospice Général parce qu'elle est aussi réelle. Celle-là, on parlait tout à l'heure de la fin de vie. Eh bien, vous avez une action là, dans ce domaine. La maison de Vessy est la dernière étape du chemin, sans doute. Cela n'empêche pas le sens et le goût de la fête d'y demeurer vivace. Vessy n'est pas un hôpital, c'est un lieu de vie. C'est une nuance importante parce que les gens vivent ici. Ils ne viennent pas pour se faire soigner, mais c'est un lieu de vie, même si nous nous appelons établissement médico-social. La particularité de Vessy, c'est que nous sommes une grande maison avec 200 lits et une population qui est très handicapée puisque les 3/4 des gens sont considérés comme des gens très dépendants. Le prix de pension est calculé sur un taux d'occupation moyen de 98%. Donc si on veut équilibrer les comptes, il faut que la maison soit pleine. C'est tout. La moyenne d'âge est d'à peu près combien? 86. Voilà, autre secteur d'activité. Alors effectivement, l'Hospice Général a une maison de retraite, enfin un EMS, comme on dit maintenant. Je pense que ce qui est important à dire, c'est que la mise en place partout, et notamment à Genève, de ce qu'on appelle l'aide à domicile, c'est-à-dire l'idée de venir assister, aider les gens chez eux, et qu'ils aillent le plus tard possible dans un EMS comme Vessy, a pour conséquence que les gens qui viennent à Vessy sont de plus en plus âgés, et ce sont des cas de plus en plus lourds. Et là, il y a une transformation, je dirais, globalement, des maisons de retraite dans ce pays. L'émergence d'un problème nouveau, si j'ose dire, qui va être un problème majeur pour le siècle prochain, c'est une population âgée, de plus en plus âgée et de plus en plus nombreuse. Et ça va être un problème, ça va être un véritable défi pour la collectivité. Alors Claude, quand on prépare une émission comme celle-là, qu'on fait le tour, est-ce possible, mais qu'on voit un certain nombre de films auxquels vous avez participé, soit comme producteur, soit comme journaliste, il y a quand même des traces très fortes. Il y en a une qui n'est pas du tout sans rapport avec ce qu'on vient de voir. J'aimerais que vous suiviez juste l'extrait que toute notre équipe a choisi pour vous. Aujourd'hui, la peur est là, et c'est moi qui meurs. Vous vous glissez dedans et dehors de ma chambre, apportant des médicaments ou prenant ma tension. Est-ce le fait que je suis une élève infirmière, ou le fait que je sois un être humain, qui fait que vous vous sentez insécurisé, que vous ne savez quoi dire ou quoi faire? Ne vous en allez pas. Attendez. Tout ce que je voudrais, c'est de savoir que quelqu'un sera là pour me tenir la main lorsque j'en aurai besoin. J'ai peur. La mort peut devenir une routine pour vous, mais c'est nouveau pour moi. Peut-être ne me considérez-vous pas comme unique, mais c'est la première fois que je meurs. Et pour moi, c'est unique. Vous chuchotez à propos de ma jeunesse, mais lorsqu'on meurt, est-on encore jeune? Il y a tellement de choses desquelles je voudrais parler avec vous. Cela ne vous prendrait pas tellement plus de temps, car vous avez tellement de soins à me donner. Cela rendrait la mort moins difficile dans un hôpital. Il y aurait des amis à proximité. Un des actes les plus remplis d'amour qu'un ami puisse accomplir pour quelqu'un qui va mourir, c'est de l'écouter. Voilà, c'est tiré de La Mort escamotée, un film que vous avez réalisé avec Jean-Louis Roy. Oui, que j'ai réalisé avec Jean-Louis Roy. Je dirais que, effectivement, c'est comme pour tout le monde.
On a tous la même interrogation sur notre propre mort. Finalement, la mort est ce qui donne le sens à la vie. Et on a tous une interrogation sur ce qu'est la mort. Et j'avais le sentiment un peu à l'époque qu'on en parlait peu, qu'elle était un peu escamotée. On avait décidé de faire ce sujet, et c'est pour ça que le titre était La mort escamotée, qu'on n'en parle pas parce qu'on a peur d'affronter ça. Et c'est vrai que c'est pas simple à résoudre. Et je dis parfois que j'ai fait ce film à la fois par rapport à une certaine vision que j'ai de mon rôle de journaliste, puis en même temps un peu par égoïsme personnel, si j'ose dire. Je dis parfois en riant que j'ai fait ma psychanalyse personnelle en faisant cette émission. En même temps, j'étais payé comme journaliste, si j'ose dire. Mais à la fois, je faisais un travail de journaliste, une propre interrogation sur moi-même. Et je me rappelle la discussion qu'on avait avec Jean-Louis, on sentait bien que l'un et l'autre nous interrogions par rapport à la mort. Et c'était une manière d'essayer de m'interroger sur comment je vivrais ce moment qui sera comme le plus important de ma vie, que je sens pas proche, mais qui se rapproche. Et donc, en même temps, de faire ce travail personnel, et en même temps de dire aux téléspectateurs, il faut en parler. Et j'aime beaucoup cette lettre. C'est un texte qui m'a toujours beaucoup touché, qui est un texte magnifique et remarquablement dit, et qui rappelle bien à chacun d'entre nous que nous sommes à la fois seuls devant la mort, et donc, puisque nous sommes seuls, on a besoin des autres. Merci Claude Torasanta. Alex Descotes nous a rejoint sur ce plateau. Vous manquez tous les événements, vous. À l'époque où Claude Torasanta était à la direction de la télévision, très probablement beaucoup de gens voulaient l'entartrer. Il faut qu'il devienne acteur pour que ça se passe. Hein. Oui, c'est vrai, c'est pas j'aurais dû se faire plus tôt. Je m'empresse de vous dire que je n'ai rien raté. Je l'ai même vu en téléspectateur puisque j'étais encore devant un petit écran. Est-ce que c'était bien fait? Quelle était votre réaction? Écoutez, j'ai eu une réaction de téléspectateur et une réaction de journaliste et de participants. Je trouve évidemment qu'un lieu comme celui-ci doit être un lieu protégé, comme une église, un hôpital. Ça devrait être un endroit où rien de cela ne se passe, à moins que ce soit de la mise en scène, mais j'affirme que ça n'en était pas. Mais en même temps, c'est vrai que ça vous renforce, parce que non, mais le fait d'être entarté, ça veut dire qu'on dérange. Et permettez-moi d'écrire ce mot comme le faisait Boris Vian avec un KH au début à la place du C. Je dirais qu'en général, ça dérange plutôt les cons. Alors, d'une certaine manière, c'est une forme de sanctification post-travail. Non, au-delà de ça, c'était un moment très révélateur de votre sang-froid et un coup de chapeau au passage. Alex, mais révélateur, je peux juste dire une chose. Révélateur, je pense, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que ça révèle la volonté d'absence de dialogue. C'est qu'on ne dialogue pas. On tape, si j'ose dire, en l'occurrence, c'est une tarte là, c'est drôle. Mais la question que je me posais après, comme ça, je me disais, mais est-ce qu'il serait capable de taper physiquement? Et ça me rappelle, moi qui m'intéresse beaucoup à l'histoire, aux années 30, c'est-à-dire le refus du dialogue. Et je trouve ça un peu inquiétant. Cela dit, c'est drôle, il faut le prendre comme ça. Oui, parce qu'il y a un certain nombre de gens qui peuvent être gênés aussi par leur caricature. La caricature aussi est drôle. Donc je crois qu'il faut le prendre comme ça. On va essayer d'éviter ça pour la fin de la semaine et pour les semaines qui vont suivre, si c'est possible quand même. C'est pas forcément agréable pour notre invité. Tout à fait. Alex, vous avez, bon, on a passé de la mort, on peut passer aux racines, hein, puisque vous, votre enquête, c'est mais où sont donc les Torasanta? Oui, absolument. Alors, je suis parti, vous le savez, je vous en donnais un exemplaire l'autre jour, mardi. Je suis parti à la recherche de vos ancêtres ou de vos lointains cousins. Le premier trouvé était tout près de chez vous, tout près d'Aregno, en Balagne. Et puis là, il y en a deux plus jeunes qui s'appellent respectivement Joseph et Marcel. Et on va les retrouver à Bastia, si vous le voulez bien. Les voici. Alors à droite, en noir, c'est Marcel. Il est psychologue en milieu enseignant, un domaine qui vous est connu aussi. Et Joseph, lui, fait de la réparation de chaudières. Bonjour, je m'appelle Marcel Toracint, je vis à Bastia, mais je suis originaire de Balagne, c'est-à-dire Santa Reparata. Mais le village d'origine de mon père, c'est le village de Catere, qui est tout près, je crois, du village d'origine de Claude Toracint. Et vous, Joseph? Et moi, je suis originaire de Catere, où je suis né, il y a 50 ans. Et maintenant, j'habite ici, la région de Bastia. Et il semblerait que la famille Toracint soit sur la Corse au moins à partir du XVIIe siècle. Et il semblerait qu'il y ait une famille qui soit arrivée sur Ajaccio et qui ensuite se soit installée préférentiellement en Balagne. Ils ont toujours cultivé la terre, c'était des propriétaires terriens qui vivaient de l'olivier, des amandiers, de la vigne, des choses dans ce genre.
Une particularité de la famille là, c'est que nous avons eu toujours des élus dans la famille, c'est-à-dire que le père de Joseph, donc mon oncle, mon grand-père, mon arrière-grand-père ont toujours été maires de Kaateré. Voilà. Je sais à l'heure actuelle qu'il y a 3 à 4 familles qui n'ont plus de lien de parenté direct, enfin au moins à notre connaissance, il faudrait remonter très très loin. Mais sur les origines de la famille de Claude, ben, je pense que c'était à peu près le même type d'activité, hein, des gens vivant de la terre qui après se sont peut-être un peu diversifiés, et puis vraiment diversifiés puisque Claude est arrivé comme journaliste dans un pays comme la Suisse. Vous connaissiez son existence avant ce rendez-vous d'aujourd'hui ici à Bastia? Ben oui, écoutez, depuis plusieurs années, on a l'occasion de le voir à la télévision. On l'a vu à la télévision, quelquefois, il parlait dans des émissions de télévision. C'est comme ça qu'on a connu son existence. Hein. Après, on avait des retours de nos copains qui disaient « Ah, mais on a vu un Toracinta, est-ce que vous êtes parents, est-ce que vous êtes cousins ?» Donc, il y a des Toracinta en Corse, bien sûr, bien qu'ils ne soient pas très nombreux. Et il y en a au moins un en Suisse, il y en a quelques-uns en France. Y en a-t-il ailleurs, à votre connaissance? Oui, je sais qu'il y en a qui sont aux États-Unis, qui sont installés aux États-Unis. Notre arrière-grand-père était parti s'installer aux États-Unis. Une partie de la famille l'a suivi. Et donc, il y a toute une descendance qui est installée à l'heure actuelle aux États-Unis. Mais on n'a pas eu de nouvelles depuis 40 ou 50 ans d'ailleurs. Hein. Si vous deviez aujourd'hui donner des nouvelles des lointains cousins de Claude, vous diriez que tout va bien pour les Toracinta en Corse ou pas? Ah oui, tout va bien pour Toracinta en Corse. Il n'y a pas... La santé est bonne, tout le monde va bien. Et puis on aimerait bien le voir, si on pouvait le voir comme ça, de vive voix, lui parler. Et puis, à la limite, une rencontre quelconque, s'il vient en Corse, qu'il peut être en contact avec nous, on le recevra très volontiers. À Kaateré, par exemple, ou n'importe où. Hein. Donc, s'ils voient ce qui se passe sur ce plateau, ils vont débarquer, à mon avis, hein, parce que l'émission sera diffusée en Corse. Et j'ai l'impression que ça se passera mal. Là, je sais pas. Ça, le clan va se révolter. Oui, ça, c'est certain. Jean-Claude Mercier, on a 2 rubriques. Hein. C'est le jeudi, oui. Des petits cadeaux pour vous, quand même, parce que... Il n'y a pas que la crème aujourd'hui, on va vous offrir quand même d'autres choses qui accompagnent. Ce sera presque le petit déjeuner complet. Simplement, c'est clair, c'était pas très simple de faire le tour comme ça, parler de look, d'image, d'allure, mais il y a 3 thèmes qui sont ressortis en bavardant un petit peu. D'abord, vous êtes un gardeur, hein, vous m'avez dit, vous êtes un gardeur de journaux, de pièces anciennes, de choses de maison, donc c'est bien, ça nous déculpabilise, nous, de garder, d'empiler. Ça m'a permis, moi, de mon côté, de fouiller dans les archives de la maison, puis de retrouver un éditorial que mon grand-père a écrit, et puis de sa carte de journaliste de l'époque, c'est de 1920. Les propos ne sont pas très loin de ce que vous tenez maintenant. Et puis si on aime chercher ce genre de journaux, si on les garde, là c'est familial, c'est clair. Mais vous qui aimez peut-être garder des choses peut-être de collection et des journaux qu'on ne retrouve pas forcément chez nous en Suisse, alors pour ceux que ça intéresse, il y a un petit journal, un petit magazine qui s'appelle simplement La Gazette des collectionneurs, qui est un mensuel. C'est le côté technique et utile. On peut écrire, mettre une annonce, téléphoner à ces gens, chacun dit ce qu'il a. Et c'est surtout des collections de papier, de journaux, de choses comme ça, d'anciennes pièces. Ça, c'est pour le côté un peu gardeur. Il y a la deuxième phase, eh bien, elle est très visuelle. C'est Paris, hein. C'est Paris, ça se voit, la baguette et la tour. Alors bon, pour ceux d'entre nous qui aiment y aller, qui ont la facilité d'y aller, il y a évidemment des multiples plans, documents et autres. Simplement se procurer ça à la Maison de France, c'est-à-dire c'est une forme d'office du tourisme. On peut recevoir beaucoup de documentation sur les spectacles qui se déroulent maintenant en fin d'année, etc. Pour ceux qui n'ont peut-être pas l'occasion de voyager, mais qui aiment... Rassurez-moi, la Tour Eiffel, c'est pas un cadeau pour Claude, ça, quand même. Pas vraiment, mais enfin, s'il veut absolument, je ne sais pas s'il collectionne aussi. Par contre, celui qui ne peut pas éventuellement se déplacer, un livre magnifique, encore une fois, qui s'appelle Paris, qui est un livre très très illustré. Paris Plaisir, c'est pratiquement que des photos, mais des très belles photos d'art, pas forcément des monuments. Troisième chose qui nous touche peut-être un petit peu plus, qui rejoint peut-être la crème, mais juste en dessus cette fois-ci, c'est la confiture, les gelées particulièrement, puisque vous m'avez dit que vous faites des gelées plus que les confitures, donc avec les petits fruits, les petites baies de votre jardin. Alors vous n'êtes certainement pas le seul, je me ferai un plaisir de vous les apporter tout à l'heure. Et encore une fois, pour vous et pour ceux qui ont envie de faire ces confitures, eh bien Marie-Paul Bernardin a écrit Gelées et confitures, et puis Christine Ferber, Mes confitures, 2 bouquins. À l'approche des fêtes, ça peut être pas mal. C'est vrai que Claude Toracinta, le goût des confitures? Oui, j'aime beaucoup les confitures. On fait des confitures avec ma femme, et notamment comme on a dans le jardin des petits fruits groseilles cassis, la gelée de cassis, il n'y a rien de mieux. Mais j'ai découvert il y a quelques années la gelée de citron. C'est un peu, comme on dit, rapicolant. Et puis cet automne, j'ai fait de la gelée de pommes.
Et je dois dire, rien n'est meilleur que la gelée de pomme. Mais que la gelée tout court. Je dirais que ce qui est bien, et je crois que c'est Victor Hugo qui disait ça en parlant de la confiture, c'est à la fois pour la manger et pour la sentir quand on la fait. Et c'est vrai que quand on termine une confiture et qu'on la met notamment la gelée de cassis dans des pots, ça vous réconcilie beaucoup de choses, et je dois dire que c'est un plaisir et un bonheur qui vous fait oublier tout le reste, toutes les difficultés. Et quand vous avez comme ça des tensions, des soucis, etc. et tout, faites de la gelée. Des coins? Non, j'ai essayé une fois, c'était pas très bien réussi. Entre parenthèses, lui, alors Paris, hein, on s'échange des informations, quel spectacle aller voir, etc. et tout, hein? Absolument. Alors, juste toujours à propos de l'incident tout à l'heure, parce qu'on a un certain nombre de réactions, quelqu'un nous a dit pourquoi n'a-t-on pas laissé la jeune femme s'exprimer? Alors, je crois que la réponse est simple. Ici, des gens s'expriment sur tous les sujets. Vous l'avez vu, le directeur de la télévision par rapport à Claude Torasanta, des gens du Carré qui sont venus passer une semaine avec nous, des gens qui sont à la difficulté. Il y a quand même une règle, c'est que ça ne se passe pas d'abord par la violence. Bon, peut-être était-ce utile de le préciser. Il va de soi que nous allons continuer à consacrer des semaines à la précarité, aux problèmes qu'au-delà de cet acte, ces questions soulèvent. C'est le travail que fait Claude Torasanta, c'est la préoccupation de Guy Perrault et c'est la nôtre naturellement. Alors on va terminer quand même de manière toujours plutôt gaie et enlevée, parce que Jean-Marc, vous avez téléphoné à la femme de Claude Torasanta pour lui dire, mais du côté culinaire, qu'est-ce qui lui plairait et qu'est-ce que vous proposez? Bon, l'évocation des origines de Claude Torasanta et puis la qualité des gens qui étaient sur ce plateau cette semaine me font penser un petit peu, on a envie de dire qu'on est sur une chaîne qui pourrait s'appeler TSR Canal Historique, hein. Et que ça me donne l'occasion de parler de la Corse, effectivement. Alors en Corse, je vous présente d'abord le fromage national corse. C'est le brocciu, qui est un fromage moulé, frais, de brebis. Hein. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec un brocciu? Plein de choses. On peut faire des préparations sucrées, salées. Je vous propose aujourd'hui une préparation sucrée. Alors, du brocciu qu'on écrasera, hein, avec une fourchette. On le mélangera avec des œufs battus, des zestes de citron, du sucre. Cet appareil sera mis à cuire pendant environ 30 minutes et après 40 minutes, voilà, une sorte de gâteau tout à fait souple et goûteux. Vous connaissez ça, Claude? Oui, je connais ce gâteau. Et ça, léger, digeste? Non, je veux dire, si c'est lui qui l'a fait, ça doit être très bon. Ouais, c'est un excellent cuisinier. J'ai mangé chez lui, je dois dire, il cuisine très bien. Et ensuite, on dit toujours, quand on les invite, attention, parce que vraiment, il me fait penser à Maxime Pietri aussi. Oui, qui est un ami. Que nous avons également reçu sur ce plateau, d'ailleurs. Et ça s'appelle un fiadone. Flan, fiadone, et voyez la parenté. Autre préparation, la Corse, bien sûr, regorge de produits merveilleux, des primeurs. On pense aux mandarines corses. Hein. Et les Corses ont l'élégance de nous livrer les mandarines avec les feuilles. Et je trouve ça tout à fait sympathique et beau sur une table. Alors, en dehors des mandarines, bien sûr, il y a des châtaignes, il y a plein de choses. Mais aujourd'hui, des poivrons, des tomates, du laurier, et puis un petit goût de maquis, c'est le genièvre. Hein. Alors vous faites des oignons également, vous concassez ces choses, hein, et puis une fois qu'elles sont concassées, vous les réduisez en les arrosant d'un peu de vin de Calvi, hein, qui est un vin, qui est un vin généreux, puissant et épicé. Et alors, une fois que cette réduction est faite, ça vous donne cette préparation. Vous pensez que ça va suffire pour tous les jeunes de Kéla qui sont là? Alors, à mon avis, c'est un peu court. Hein. C'est un peu court, j'en conviens. Et une fois que vous avez cette préparation qui est réduite, on la passe au moulin à légumes. Et je vous ai préparé quand même, un petit exemple de cette piverunata de Corte. Donc, vous voyez. Et côté lecture, alors parce que je vous présente aujourd'hui un des 22 volumes, parce qu'il y a 22 régions en France gastronomiques, qui c'est l'inventaire du patrimoine culinaire de la France, un volume consacré à la Corse. C'est une encyclopédie, un livre extraordinaire, pas ennuyeux à lire, avec des recettes, des études sur l'origine des produits à recommander. Merci. Bonheur et santé. Merci, voilà. monsieur. Merci Guy Perrault, content d'avoir participé à ce programme. Un peu agité, certes, mais bon, je crois que l'homme a du sang-froid, l'homme sait se tirer des situations. Et c'est quand même très intéressant, je conclurai là-dessus, de voir qu'il est plus difficile et plus dangereux d'être un acteur que d'être un observateur dans un certain nombre de situations. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Tout à fait d'accord. Merci Claude, on vous applaudit et on vous retrouve demain.
plus tranquille.